Faure Gnassingbé, dans son nouveau quinquennat, c'est vrai que moi disons le credo, j'ai beaucoup de peine à dire 4e mandat. Il paraît que c'est le premier. Oui, c'est le premier après les réformes constitutionnelles. Donc c'est le premier mandat, mais nous ne devons pas oublier qu'il avait déjà fait d'autres mandats. Mais c'est le langage qu'on doit adopter. Donc c'est le premier mandat du Nouvel Élan et je crois que tout le meilleur qu'on puisse lui souhaiter, sinon pas tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Donc c'est de réussir ce mandat, de mettre en œuvre comme cela se doit les 5 axes de ce nouveau quinquennat. Non, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas la parole. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand on me dit. Non, je ne comprends pas quand on me dit. Ce n'est plus le pasteur qui parle, c'est monsieur le maire. Non, c'est très intéressant. Donc allons-y. Je ne comprends pas quand on me dit le premier mandat de Faure Gnassingbé. Non, ce n'est pas. Je veux comprendre parce qu'il y a déjà il y a 1, il y a 2, il y a 3. Mais est-ce qu'on a peur de dire 4e mandat? Faure Gnassingbé lui-même, devant nous ici, dirait qu'il est en train de faire ce 4e mandat. C'est le premier post-réforme. Non, mais non, il faut pas embrouiller les Togolais. Il faut pas embrouiller. Il faut pas embrouiller. Ce n'est pas une façon d'embrouiller. Non, c'est ça d'embrouiller. Est-ce qu'il y a eu des réformes? Mon frère Faure Gnassingbé, c'est qui fait le 4e. Est-ce qu'on a honte? C'est comme si on a honte de dire 4e mandat. Est-ce qu'on a honte? Non, mais ça ne gêne pas. Mais la précision aussi vaut la peine. Parce que c'est le premier mandat après les réformes constitutionnelles. C'est à l'interne quand j'apprends le premier mandat. Quand vous prenez sur les médias, les chaînes internationales, tout le monde dit 4e mandat. Donc disons le 4e mandat. Non, les gens peuvent dire le 4e mandat par abus de langage. Non, c'est quand on dit premier mandat qui a abus. Non. Le 4e mandat, c'est justement un abus de langage du moment où nous qui sommes sur le terrain. Monsieur le maire, est-ce que je peux... J'ai envie de l'appeler monsieur le pasteur pour mais c'est dire, en parlant de premier mandat, post-réforme, donc c'est dire qu'il y a eu les réformes, l'effectivité des réformes, et les réformes ont eu des incidences. Et là, c'est le premier mandat après les réformes constitutionnelles. Ayons le courage de le dire. C'est comme si notre laboratoire a de nouvelles trop. Alors, puisque nous parlons de ce nouveau quinquennat, la question qu'on se pose, c'est quelle opposition face à Faure Gnassingbé? Je ne sais pas, quand vous observez, on dirait qu'il n'y a plus d'opposition là. Le tout dernier, on l'a fait taire. Non, je dirais, nous avons toujours des opposants. Mais des opposants qui n'ont plus aujourd'hui de repères, qui n'ont plus tellement de revendications politiques à porter. Et je crois que si nous mettons l'opposition bien aux côtés de ce nouveau quinquennat, quel type d'opposition nous aurons souhaité? Donc c'est une opposition qui aille dans le sens du développement du Togo. Et une opposition qui doit a priori s'approprier les axes de ce nouveau quinquennat, parce que les axes de ce nouveau quinquennat placent l'homme au centre du développement, parce que tout ce qui doit se faire est fait tout autour de l'homme pour son plein épanouissement. Donc l'opposition que moi je vois, ou bien que j'espère pour notre pays, donc ce n'est plus une opposition, disons, mal organisée, une opposition qui est là seulement à discuter sur les sujets politiques tout en laissant les sujets de société de côté, mais une opposition qui soit beaucoup plus responsable et qui participe au développement du pays. L'opposition ne voudrait pas dire que vous devez vous inscrire, même lorsqu'une action est bien portée, que vous devez vous inscrire en faux contre cette action-là. Si nous prenons le premier axe du nouveau quinquennat de M. Faure Gnassingbé, qui a trait à la préservation de la paix et puis de la sécurité. Mais est-ce qu'on peut dire que notre opposition togolaise ne peut pas travailler sur cet aspect? Parce que la question de la paix et de la sécurité a une dimension régionale, pour ne pas dire continentale. Donc notre opposition doit contribuer. Donc c'est là où je dis, notre opposition que nous voudrions aujourd'hui, avec ce premier mandat post-électoral, post-réforme, c'est de s'approprier les 5 axes définis par ce nouveau quinquennat. Lorsqu'on espère, ou bien lorsqu'on envisage
envisage diriger un jour un pays, donc il faudrait s'entraîner. Donc on ne rentre pas sur une ère de jeu pour commencer par marquer des buts. Donc il faut maîtriser le système de jeu. Et là, je crois que nous aurons l'opportunité de revenir sur les axes de ce nouveau quinquennat. Lorsque j'ai parlé de la paix et puis de la sécurité, mais il y a également la gouvernance plus participative et une gouvernance plus inclusive et puis ouverte. Mais notre opposition a un rôle aussi à jouer. Si nous considérons les réformes constitutionnelles qui ont été faites avec la décentralisation, je suis heureux aujourd'hui de parler de M. Do, non seulement en tant que pasteur ou bien en tant qu'ami, en tant qu'acteur de la société civile, mais je prends plaisir à l'appeler M. le maire. Monsieur le maire, parce qu'aujourd'hui, il a une responsabilité. Au-delà de son opinion politique, il sait qu'il a une marge de pouvoir. C'est là le bienfait de la politique, de la décentralisation, parce que il doit apprendre la gouvernance à la base, il doit imprimer c'est sa marque. Donc c'est ce type de responsable politique qu'il faut souhaiter à notre pays. Pas des gens qui vont s'évertuer, qui vont s'éterniser dans les rues. Alors si on prend aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'opposition togolaise, quel est son visage? Donc quand on veut parler de l'opposition, c'est vrai quand même que l'opposition est coordonnée par certains leaders, des leaders. Mais l'opposition en général, c'est tous ceux qui ne se retrouvent pas, des citoyens qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui sont là, ceux qui ne se retrouvent pas, ceux qui peut-être sont abandonnés, ceux qui ne trouvent pas à faire, hein, les chômeurs, et ces personnes-là, c'est eux. Mais ce n'est que le 3/10 de la population. Non. Il y a 7/10 qui ont voté pour celui qui est là actuellement. Ah bon, oui, bon. Mais oui. C'est les résultats. Oui, non, parce que, oui. Non, monsieur le monsieur le politique écoutez. a hésité avant de dire oui. Non, je me suis demandé non, laisse-moi. Si monsieur le maire n'était pas au Togo, laisse-moi continuer. Non, je vous laisse avec tous les respects dus à votre rang. C'est tous ces gens-là qui constituent l'opposition. Maintenant, quelle nouvelle opposition qui va coordonner tous ces gens-là et leur peut-être proposer quelque chose de mieux par rapport à ce qui se fait. C'est ça, non? Qui va leur proposer quelque chose de mieux par rapport à ce qui se fait? Ben, c'est ce qu'il faut chercher. Mais moi, je n'en disconviens pas. Il n'en manque pas au Togo. Il n'en manque pas au Togo ces gens-là qui peuvent incarner une lutte à l'heure actuelle. Une lutte pour la démocratie participative. Et surtout. Parce que vous avez, n'ayons pas peur des mots, vous avez Jean-Pierre Fabre qui semble avoir fait son temps. Vous avez Abéomé Kodjo qui a essayé de sortir la tête de l'eau. On a vu là où on l'a réduit. Tipi Tchadam qui a tenté. On a vu où il est passé. Bref, on a l'impression qu'il y a plus d'incarnation de l'opposition aujourd'hui. Non, on ne peut pas parler dans une nation, on ne peut pas dire de tout Togo qu'il ne peut pas y avoir des gens pour incarner l'opposition. Oui, mais là qui vous pouvez citer? Je peux vous donner le visage de l'opposition malienne, de l'opposition sénégalaise, de l'opposition béninoise, etc. Au Togo, là, actuellement. Tipi Atadama surgit de nulle part, on l'a vu. Il peut y avoir encore d'autres personnes qui vont sortir du néant pour pouvoir incarner cette lutte. Moi, je ne suis pas en train de dire ceux qui ont déjà œuvré dans le cadre de l'opposition sont déjà au soir de leur vie. C'est ce que ça semble. C'est ce qui ça semble à vue d'œil. À vue d'œil, on pourra le dire. Mais il ne peut jamais y manquer de gens pour coordonner, pour faire face à Fonia Singbe. Et Fonia Singbe doit être aussi content qu'il y ait en face de lui une opposition. Fonia Singbe doit être content. Et doit souhaiter qu'il y ait en face de lui une opposition. Parce que sans cela, il aura seulement un boulevard qui ne pourra pas lui faire le contre-pouvoir. C'est le contre-pouvoir qui va faire que Fonia Singbe va savoir que ce que je suis en train de faire ici, c'est pas bon. Ce que je suis en train de donc une opposition qui propose, une opposition qui réellement qui rentre dans une dynamique de pouvoir conquérir le pouvoir. Si Fonia Singbe est un renard des surfaces politiques, il a réussi à réduire l'opposition à néant, c'est ça? Oui, non, je crois que le combat sur le terrain politique avec les maladresses de notre opposition, que monsieur le maire me permette cette expression, avec les maladresses de nos opposants, si je voudrais considérer la définition qu'il a donnée de l'opposition, qui ne se résume pas
ou bien qui ne se réduit pas aux leaders politiques. Donc je crois que ce sont les leaders qui sont en quelque sorte les guides. Et les leaders ont montré leurs limites, ont montré leur insuffisance. Avant même la présidentielle, il était question, le débat a surgi, on le faisait, c'est qu'il faille aujourd'hui penser au renouvellement de la classe politique. C'est là où moi j'étais content. Après les législatives, les élections législatives en 2018, je me suis dit, ça c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on a fait les locales, je me suis dit, ça c'est encore, disons, un point qu'on a eu, parce que la gouvernance à la base, c'est dans nos communes, c'est dans nos localités. Donc, il faut que les gens puissent se soutenir pour être plus proches des populations. Et je crois que la lecture, si nous prenons le pasteur Edokomi qui est sur ce plateau, si nous prenons le pasteur Edokomi aujourd'hui, à le comparer à hier, donc c'est quelqu'un qui mesure beaucoup plus, disons, les opportunités qui s'offrent à lui en tant que responsable, en tant que leader d'opinion, et c'est quelqu'un qui mesure également les besoins qui sont sur le terrain. C'est ce type d'opposition qu'il faut faire, c'est ce type d'opposant qu'il faut faire, et non des oppositions qui se résument à la bordure de la mer, à organiser des marches, à organiser des meetings. Non, je suis content aussi que M. Jean-Pierre Fabre soit aujourd'hui maire d'une commune, parce que c'est là où il va voir que, en fait, si nous avons eu cette propension à critiquer le premier magistrat du pays sur de longues années, ce n'est pas difficile. Et ce n'est pas facile de diriger une commune. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir faire un budget. Mais il va falloir suivre un budget. Il va falloir suivre... que Boukossi a refusé. Non, mais c'est parce qu'il y a la crise sanitaire. C'est parce qu'il y a une crise. On est obligé bientôt de payer le salaire, les urgences. L'urgence avec la crise est déplacée. Mais lorsque les choses vont redevenir normales, donc je crois que nous allons bénéficier, disons, des retombées de ce que nous vivons comme décentralisation avec nos communes. Donc on va voir qui fait quoi et qui veut le bien-être des populations. Et vous allez voir que tous les hommes politiques qui s'affichaient, nos opposants, qui ont eu cette opportunité d'être élus maire ou bien adjoints au maire, mais ils sont devenus meilleurs comme une carte parce qu'ils ont mesuré, disons, l'ampleur de la tâche. Parce que être politique, vociférer sur les médias, raconter des choses, critiquer son prochain, mais lorsqu'on te donne un pan de responsabilité pour contribuer au développement de ta commune, pour ne pas dire de ta communauté et du peuple togolais, c'est là où vous vous rendez compte que diriger n'est pas facile et autres là. N'est pas du tout facile. Et c'est là où moi je dis, j'insiste là-dessus, c'est mon opinion. L'opposition que nous devons avoir aujourd'hui au Togo doit être une opposition responsable. Cela induit le renouvellement de la classe politique de l'opposition. Et lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique de l'opposition, par ricochet, on peut parler également du renouvellement du visage, du pouvoir en place. Qu'on donne la chance aux jeunes de porter l'action publique, l'action du gouvernement. Ce ne sont pas les anciens qui ont la magie, qui peuvent le faire éternellement. Donc, il va falloir que nous sensibilisions nos opposants. Ceux qui sont fatigués, ceux qui ont fait de l'opposition une profession, il faut qu'ils débarrassent le plancher. Est-ce que le problème de cette opposition qu'on constate aujourd'hui quasi inexistante n'est pas d'avoir été un peu trop politique? Parce qu'on a vu l'opposition, j'allais dire, très engagée sur les questions de réforme, limitation de mandat, de tours, etc. Tout ça là, on l'a et elle n'a plus d'arguments. Parce qu'elle ne sait pas faire de débat économique, elle ne sait pas faire de débat de société, elle ne sait faire que de la politique, finalement. C'est sur un terrain politique et l'opposition ne peut que s'exercer, ne peut que faire de la politique, mais au fait, quand vous vous rendez compte que moi, je ne peux pas recevoir un opposant sur des questions de budget qui va me tenir des arguments solides pour l'élaboration d'un budget estimé en dépenses et en dépenses. Je suis parfaitement, je suis d'accord. Mais écoutez, c'est que d'abord, ce qui est important pour les acteurs politiques, c'est de vouloir conquérir le pouvoir et l'exercer avec les collaborateurs, avec une équipe. Je suis d'accord quand nous parlons
il y a beaucoup de sujets sociaux, des fois que nous défendons. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Hein. Nous, ça, c'est un plaisir. Nous avons ce plaisir d'être un peu partout quant à ce qui concerne aux besoins sociaux des Togolais. Et sur ce terrain, nous attendions beaucoup les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, parce qu'on estime qu'ils sont en train de porter les besoins d'une société. Et que c'est en le faisant, on est en train d'attirer les gens. Ils sont en train d'attirer les gens vers eux pour les échéances à venir. C'est comme ça, en principe, c'est comme ça. Des fois, ils sont abonnés. Ils sont abonnés absents. C'est vrai, comme tu l'as dit. Mais c'est que la situation politique est tellement complexe. En face de ceux qui dirigent, ce n'est pas aussi facile. Il faut avoir le mental solide pour pouvoir résister. Et des fois, avec des pots de bananes, qu'on place sur leur route, malheureusement, ils tombent. Et c'est ça un peu ce qu'il faut admettre aussi, dire aujourd'hui de cette opposition. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ce que nous avons constaté, hein, la contestation de cette élection qui a vu la prestation du serment de Phonya Singbe. Qu'est-ce qu'il va admettre? Est-ce qu'il y a encore il faut parler d'une crise post-électorale du côté du pouvoir? On ne l'admet plus parce que pour le pouvoir, c'est déjà derrière, l'élection est derrière, il n'y a pas de crise. Mais ceux qui contestent pour eux, ils sont encore dans leur rôle de contestation, même si ils sont placés sous contrôle judiciaire et ne peuvent plus s'exprimer sur ce sujet de l'élection de 22 juillet. Bon, donc, qu'est-ce que on peut, moi, en tant que homme, en tant que société civile, ce que je peux dire, c'est que nous pensions quand même que le 22 février pourrait apporter une certaine redistribution de cartes sur l'échiquier politique. Ce n'est pas le cas. L'opposition, est-ce que l'opposition va tirer les leçons de tout ce qui s'est passé? Est-ce que la suite, comment est-ce que la suite va être revisitée, va être réanalysée? Mais c'est la question qu'on se pose. De toutes les façons, il y a des gens qui ne vont pas se retrouver dans la gouvernance de Phonya Singbe. Ça, c'est normal. Et c'est normal. Et c'est ces gens-là, en principe, c'est ça l'opposition, ceux qui s'opposent réellement. Même si à la tête, il faut des guides, il faut des gens. Mais il faut des guides éclairés qui puissent accompagner, qui puissent amener ces gens-là vers un lendemain meilleur. Sur le même sujet, je le disais, on a élaboré dans ce pays le PND. On n'a eu aucun opposant capable de nous dire quelles sont les failles de ce document-là. Mais lorsque vous les appelez sur les questions de limiter le mandat, ils ont des développements à faire. Finalement, c'est comme si l'os auquel ils s'accrochaient, on leur a retiré. Ils n'ont plus rien et ils ont disparu de la surface. Non, je crois qu'avec le fait qu'on ait vidé les points essentiels de l'APG, donc ils n'ont plus de matière, donc du moins c'est l'impression qu'ils ont donnée et nous ont confortés dans cette logique. C'est vrai, vous avez parlé du plan national de développement, le PND 2018-2022. Moi, je n'ai pas vu, comme vous, un politique de l'opposition démontrer toute sa maîtrise de ce plan et appeler ses militants à adhérer à ce plan pour le bonheur du genre humain de son développement. Oui, mais les gens ne se retrouvent pas dans la gouvernance, mais ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas appeler le militant. Oui, vous pouvez prendre votre mal en patience, votre cher ami. Donc là, et si nous considérons le point, le troisième axe, du nouveau quinquennat de Phonya Singbe porte sur la création de richesses, justement à travers, disons, l'accélération du développement des secteurs à fort potentiel alignés sur le PND. Ouais. Donc c'est là où on peut voir, disons, l'amour pour cette patrie de la part de nos opposants. Ils doivent maîtriser le PND, appeler parce que les bénéfices du PND ne sont pas pour le pouvoir en place, mais c'est pour les populations à la base. Les bénéfices du PND sont pour les populations à la base, y compris les acteurs politiques et nous-mêmes, les médias. Mais lorsqu'on n'a pas, disons, cette richesse intellectuelle de comprendre les choses ou bien d'apprécier les choses comme cela se doit, donc on induit ceux qui nous suivent dans des erreurs et autres là. Lorsque vous parliez, vous avez donné un schéma, une image au tout début de Phonya Singbe que vous avez assimilé à un renard. Mais moi je dis, mais le renard est dangereux. Le renard ne sait pas seulement feinter les choses, mais le renard
comme Faure Gnassingbé comme renard, mais moi je dis que c'est un renard qui est indulgent, qui est conciliant. Demandez-moi pourquoi. Donc je vais vous dire. Le renard indulgent et conciliant. Si nous prenons le Congo de Denis Sassou Nguesso avec le général Mokoko après les élections, aujourd'hui. C'est pas un bon exemple à citer, hein? Non, mais c'est là où je dis. Il y a eu le Cameroun avec Kanto. Le Cameroun avec Kanto. Donc c'est les deux sujets. Donc c'est là où je parle du renard indulgent. Incarcérer les opposants. Je n'en disconviens pas, mais je ne dis pas aussi qu'on doit faire la promotion du désordre. Donc c'est dire que, mais dans certains pays, si nous prenons, même Jeune Afrique a parlé de ses présidents en salle d'attente, et les présidents en salle d'attente, donc malheureusement, nous avons le leader du MPDD, M. Agbeome Kodjo. Donc on aurait souhaité, M. Agbeome Kodjo a du bagage, mais moi je veux le voir sur le terrain du développement. Laissez l'affaire des élections là, il a perdu, mais il a eu un bon score. Il a eu un bon score. Est-ce que c'est une question d'avoir de bon score? Non. Le deuxième, il doit. C'est juste, j'ai été juste curieux, hein. Non, mais votre curiosité, vous avez votre réponse aussi à votre curiosité. Mais je dis, l'opposition que nous devons avoir, les opposants que nous devons avoir, ce sont des opposants ou bien une opposition qui épouse le développement de notre pays. Il ne suffit pas de piailler, de miauler, de crier sur les médias pour dire ceux qui sont au pouvoir ne le font pas bien. Il faut penser à l'homme, il faut placer l'homme au centre de l'action politique du développement. Qu'on fasse la politique du développement et non le développement de la politique. Et c'est là où je voudrais chuter. Lorsque monsieur le maire parlait de la chose politique, c'est vrai, il a touché un point. Mais nous devons comprendre que la politique n'est pas une religion. La politique n'est pas également un dogme. Donc là, lorsque vous vous invitez dans le champ politique, c'est que vous devez mettre tous les atouts de votre côté pour atteindre votre objectif et autres là. Mais lorsque nous avons des éternels, des professionnels de l'opposition qui n'ont pas de vision, qui ne s'assignent pas de mission, qui ne se définissent pas des stratégies, ce sont des gens qui vont surfer sur l'existant. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient encore des éléments politiques pour surfer là-dessus. Donc ils n'ont qu'à s'investir dans le bien-être, dans le mieux-être. Moi, je ne peux pas admettre qu'on dise que l'opposition, les leaders de l'opposition n'ont pas de vision. Non, je ne crois pas que... Moi, je ne peux pas admettre cela. Pourquoi je ne l'admets pas? Parce que, en le disant, c'est comme si nos compatriotes, là, on est en train de les réduire à néant. C'est comme si on est en train de les réduire à néant. Pourtant, c'est des gens, quand même, qui sont aussi engagés pour le bonheur. C'est dans ce sens. On ne le fait pas, ils ne le font pas pour détruire le pays, mais c'est dans le sens de rechercher le bonheur de ce pays. En tout cas, c'est ce qu'on doit dire. Hein? Non, c'est ce qu'ils disent. Non, moi je dis non, c'est leur mission. Et c'est leur engagement aussi. Donc, il faut saluer aussi, parce que être opposant, quand vous avez en face quand même un régime qui est coriace, hein, ce n'est pas qui est solide, qui est solide comme un système politique qui est solide. C'est là où il n'est pas aussi facile. Ce ne sont pas des amateurs, ce ne sont pas des gens qui font de la comédie politique. Non, ce ne sont pas des gens qui font du théâtre politique. Moi, la question que je peux me poser, par exemple, est-ce que à la rédaction de PND, je ne sais pas si on avait associé, si on avait demandé aux leaders de l'opposition, à la rédaction de ce projet, on avait demandé quand même, juste consulter les leaders de l'opposition. Est-ce qu'il y a des compétences parmi eux? C'est ça aussi la question. Peut-être des compétences politiques, on en a. Mais non, parce que c'est un document éminemment économique, technique. Il y a des compétences. Mais quand il y a des juristes, il y a des économistes quand même au sein de l'opposition. Est-ce qu'ils se sont... Non, moi, justement, c'est une curiosité pour dire, est-ce qu'on les avait consultés pour qu'ils puissent adhérer à ce projet et à faire adhérer leurs militants? C'est aussi ça. Quand des fois, en face, on n'a pas l'intention d'associer les gens. Hein. C'est vrai quand même que c'est de l'opposition. Mais ailleurs, on voit quand même que pour des consultats, des choses d'intérêt général, vous prenez même la France, on consulte
tous les acteurs sur des sujets d'intérêt national. Ça se fait ailleurs dans les autres pays. Bon, si ça ne se fait pas, donc c'est dire que bon, ces gens-là, ils ne valent rien, il faut les laisser. Et c'est ce discours qu'on tient à longueur de journée, comme quoi il n'y a pas de compétents parmi eux, il n'y a pas de gens parmi eux, mais c'est des concitoyens que moi, personnellement, je respecte et je continuerai pas Alors, vous pensez qu'il faut que la jeunesse aujourd'hui, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans l'opposition, émergent, prennent le devant des choses? Oui, mais on ne va pas aller remettre aux jeunes. Il faut que les jeunes doivent s'imposer. Il revient aux jeunes. Donc, finalement, vous me rejoignez dans mon je dis il revient aux jeunes qui ont de l'ambition de pouvoir s'imposer et de pouvoir relever la tête de l'eau. C'est ça. Et quand un jeune s'impose, il s'impose et puis les autres vont le suivre. Peut-être pour dire que, bon, avec tant d'années de lutte, voilà, on n'a pas connu une suite heureuse. Maintenant, bon, on va essayer un autre jeune qui est de leur génération, qui peut les apporter, qui peut les amener au bon port. C'est possible, c'est possible aussi. Il faut pas l'écarter. D'accord. Il faut en tenir compte. Messieurs, on est presque à la fin et j'ai dit que depuis hier, je vais poser une question pour finir ces émissions. C'est connaître un peu le profil du prochain Premier ministre. Pour vous, il doit avoir quel profil? Non, je crois que ça doit être quelqu'un, pas nécessairement politique, mais quelqu'un qui soit technocrate et qui s'approprie, qui a les outils nécessaires pour s'approprier les 5 axes du nouveau quinquennat. Et vous revoyez une reconduction de l'occupant actuel? Parce que bon, déjà, il ne répond pas trop à votre profil, puisqu'il est politique. Oui, il est politique. C'est un géographe et je crois que M. Classou n'a pas démérité. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais si le chef de l'État décide de le reconduire, donc peut-être qu'il va lui trouver d'autres potentialités. Mais toujours est-il que ce premier mandat post-réforme doit être un mandat qui doit booster les choses beaucoup plus. Donc je souhaite tout le malheur de réussite, ou bien tout le meilleur de réussite au chef de l'État et à son gouvernement, mais qu'on ait cette opportunité de trouver un Premier ministre à l'image ou bien à la taille de Gilbert Fossou-Ngbo. Ah bon, justement, c'est ce que quelqu'un avait dit. Moi, quand est-ce qu'il me conseille, j'aurais aimé que... Non, vous n'avez pas encore la parole. S'il vient de la prendre. Vous l'avez fait. Mais toutes mes excuses, mais je la prends quand même. J'aurais aimé quand même que constitutionnellement, puis donne la force au Premier ministre. Constitutionnellement, que le Premier ministre soit réellement le chef du gouvernement avec tout ce qu'on lui connaît. Mais ce n'est pas le cas, ce qui fait que depuis un certain moment, tous les premiers ministres qui se succèdent sont l'ombre d'eux-mêmes et tout se fait par... On était dans la même constitution, mais Ngbo a existé. Hein. Oui, bien sûr, et tout se fait par instruction d'une personne, quoi. Donc, non, mais je crois que les instructions ont diminué. Les instructions ont diminué. Donc pour moi, vous avez la latitude aujourd'hui de diriger votre mairie. Ou un technocrate. Vous savez, puisque quand vous prenez un technocrate ou bien un politique, bon, il n'a pas les coups de franche, les attributions constitutionnelles que je lui souhaite. Bon, en tout cas, il y avait Sarkozy qui disait de son Premier ministre, il n'est que le premier de mes ministres. Donc, bon, ça répond à la question. Hein. On veut quand même un premier des ministres. Je peux le dire quand je veux. Bon, qu'il soit quand même entrepreneur, et qu'on voit sur tous les fronts, non seulement pour aller militer et chanter, quoi. D'accord. Mais pour l'histoire, peut-être pour les élèves qui nous suivent, Classou entre dans l'histoire pour être le Premier ministre qui a le plus duré. Qui a plus régné. Oui, donc je crois qu'il a déjà fait 5 ans, donc on le félicite, mais on le souhaite également de faire ses preuves ailleurs. Et c'est une opportunité. Tu vas pas également. Aimer ça. Hein. Non, nous ne souhaitons pas qu'on ne le reconduise pas, mais je crois que c'est cette opportunité d'avoir un technocrate aussi. À la tête du gouvernement. Merci, Credo Tété. Merci, Pasteur. Ça a été un plaisir. Merci à tous. À demain.